Suez, le tiers-monde compte un nouvel entraîneur d'hommes, le président égyptien Nasser. Il soulève un immense espoir national dans les masses arabes, parce qu'il proclame leur personnalité dans l'indépendance et le développement. D'autres nationalisations confortent son autorité en Égypte. À Gaza, quelques réfugiés créent le mouvement pour la libération de la Palestine. En face, les colons soldats israéliens irriguent et cultivent le Negev. La tension entretient leur enthousiasme sioniste et elle permet d'accroître l'aide que les États-Unis et l'Europe occidentale apportent à Israël. L'insouciante liberté de Beyrouth s'épanouit du Saint-Georges au Carlton. Elle dissimule les nouvelles banlieues et les camps palestiniens où se modifie la physionomie communautaire, sociale et politique du Liban multiconfessionnel. Ce pays de rencontre joue son essor sur l'apport des émigrés, les bourses occidentales et les marchés arabes. À Bagdad, les miséreux ne découvrent plus dans Rashid Street l'ombre d'Agatha Christie, mais un luxe auquel ils n'ont pas accès. Les Émirats arabes du Golfe, encore sous tutelle britannique, se cherchent des frontières dans le désert. Le béton y surgit au rythme des royalties versées aux familles tribales dirigeantes par les grandes compagnies occidentales qui exploitent le pétrole. L'islam appelle partout les croyants à trouver clémence et miséricorde dans la voie de l'unité de Dieu, souverain du jugement dernier. La Mecque attire des pèlerins en nombre toujours plus grand, grâce à l'essor de nouveaux moyens de transport, à l'enrichissement de l'Arabie saoudite et à la croissance démographique. De Jérusalem à Amman, nationalisme arabe et progressisme ébranlent le royaume jordanien. Dès janvier 1957, le président Eisenhower annonce que les États-Unis accorderont une aide économique et militaire à tout État du Moyen-Orient qui le demandera, afin d'enrayer le communisme. La Syrie préfère accueillir la flotte soviétique à l'attaquer. Nasser renforce aussi ses liens avec l'URSS pour que l'Égypte ne soit pas confinée par l'hégémonie américaine, qui remplace celle de la Grande-Bretagne et de la France. Le 1er mai 1958, il est à Moscou. Outre les armes, le gouvernement soviétique lui apporte une assistance technique pour construire le haut barrage d'Assouan, plus tard une Assyrie au sud du Caire. L'Égypte paie avec son coton. Déjà, le vide régional dont Eisenhower a trop vite parlé est rempli par les Arabes eux-mêmes. Le 1er février 1958, la Syrie et l'Égypte ont fusionné au sein de la République arabe unie. Nasser en devient président. Il a été instamment appelé par les nationalistes arabes du Bas pour contenir les communistes en Syrie. Il interdit tous les partis politiques. Son prestige, maintenant inégalé, attire des foules à Damas. Pour l'y acclamer, des cortèges, surtout composés de musulmans, se forment à Beyrouth. Camille Chamoun, président du Liban et pro-occidental, s'oppose à la RAU. Contre son ambition d'être réélu, l'émeute éclate en mai dans les quartiers musulmans de Beyrouth, sous la direction de Saeb Salam. Elle gagne l'opposition sunnite à Tripoli et Druz dans le Chouf. Les chrétiens s'y joignent.
Les forces libanaises tentent de l'endiguer. L'ONU envoie des observateurs. Le roi d'Irak, Faisal II, est renversé par son armée le 14 juillet 1958. Il est massacré, ainsi que le Premier ministre Nouri Saïd. Le peuple de Bagdad emplit la révolution de fureur. Malheur aux responsables du régime déchu et à leurs sosies. Le général Qassem, fils d'un artisan arabe et d'une Kurde, prend le pouvoir. L'Irak et le Liban rejoindront-ils la RAU? Pour l'éviter, les Américains débarquent à Beyrouth le 15 juillet. Ils sont appelés par le gouvernement libanais. Dans le même temps, après autorisation de survoler Israël, les parachutistes britanniques arrivent en Jordanie pour protéger la dernière monarchie hachémite, celle du roi Hussein. À Beyrouth, le centre-ville est privé de son animation pour permettre au Parlement libanais d'élire un nouveau président de la République qui doit être un chrétien maronite. L'émir Fouad Chehab, commandant en chef de l'armée libanaise, est porté à la tête de l'État. Il rétablit l'ordre en inaugurant une politique de réforme. De son côté, Qassem s'oppose à l'entrée de l'Irak dans la RAU. Avec l'aide des communistes et des Kurdes, il réprime très durement une conjuration pro-nassérienne à Mossoul en mars 1959. Puis il célèbre son 14 juillet. En octobre, il est blessé par un commando baathiste comprenant le jeune Saddam Hussein. Ses adversaires sont jugés au cours d'un procès spectacle, mais bénéficient d'une relative modération. En septembre 1961, la Syrie elle-même, lasse des contraintes économiques, idéologiques et policières que lui impose l'Égypte, se détache de la République arabe unie. Nasser y conserve de nombreux partisans, mais il accepte cette rupture plutôt qu'un combat fratricide et douteux. Il n'observe pas la même réserve à l'égard du Yémen. Cet imama, naturellement protégé par ses montagnes, représente un système théocratique venu d'un autre âge, quoique se rénovant. L'armée y exprime la modernité. En septembre 1962, le général Salal proclame la République à Sanaa. L'imam Badr s'échappe. Il regroupe des guerriers toujours animés par les solidarités tribales. À travers les changements du pays se joue aussi le destin des autres régimes de la péninsule arabique, donc des lieux saints de l'islam et du pétrole. Badr bénéficie du soutien de l'Arabie saoudite, tandis qu'un corps expéditionnaire égyptien se porte au secours de Salal. Tenant les villes, les Égyptiens sont mis en difficulté dans les montagnes. En 1964, Nasser amorce un compromis avec son véritable concurrent, le roi Faisal d'Arabie Saoudite, pour aboutir au retrait des forces égyptiennes et de Salal en 1967. Mais le Yémen reste une république arabe. À Bagdad, Qassem est exécuté le 9 février 1963 à la suite d'un coup d'État. L'unioniste arabe d'Abdeslam Aref le remplace à la présidence avec l'appui du Baas qui est écarté peu après. Mais en mars 1963, le parti de la résurrection arabe, le Baas, prend le pouvoir à Damas. Salah Bitar, premier ministre syrien, renoue prudemment avec Nasser. Le Shah d'Iran a fait expulser l'ayatollah Khomeini vers l'Irak après les troubles de juin 1963. En octobre, il reçoit fastueusement le général de Gaulle. Riche de son pétrole et de l'appui américain, le Shah veut imposer le rôle stratégique de l'Iran depuis ses frontières avec l'URSS et avec l'Irak jusqu'à l'entrée du Golfe Persique. Khrouchtchev le contourne en s'appuyant sur l'axe égyptien. Nasser a bien parlé d'impérialisme soviétique et il a emprisonné les communistes, mais il les a libérés en 1963. Il accueille Khrouchtchev à Alexandrie le 9 mai 1964 pour aller inaugurer l'achèvement d'une partie des travaux du haut barrage d'Assouan. Son hôte soviétique déclare que l'Égypte est engagée dans la construction du socialisme. Ce dernier voyage officiel de Khrouchtchev est triomphal.
Les eaux du Nil sont détournées. Bien qu'il ait fallu déplacer des populations nubiennes pour créer un lac artificiel et que les effets écologiques soient incertains, l'Égypte compte sur le haut barrage pour étendre l'irrigation et avoir de l'électricité en abondance. Nasser a besoin du prestige que cette réalisation lui confère pour affronter l'opposition renaissante des frères musulmans. Les Juifs d'Israël vivront-ils par la détente la fin de leur repli communautaire, comme le disent certains d'entre eux? Les radicaux ne sont pas les seuls à le contester. Les militants sionistes n'ont pas encore atteint les objectifs du Grand Israël. À leur porte, dans les camps de Gaza et d'ailleurs, l'attente donne corps à la prise de conscience du peuple palestinien. L'Organisation de libération de la Palestine vient d'être fondée. La révolte contre la misère soutient de nouveaux chefs comme Arafat. Toutefois, par-delà les propositions conflictuelles des États-Unis et de l'URSS, De Gaulle offre un nouveau choix international pour la paix. La Ve République s'était dégagée vis-à-vis d'Israël des liens spéciaux et très étroits que le régime précédent avait noués avec cet État. Et la Ve République s'était appliquée, au contraire, à favoriser la détente dans le Moyen-Orient. D'autre part, une fois mis un terme à l'affaire algérienne, nous avions repris, avec les peuples arabes d'Orient, la même politique d'amitié et de coopération qui avait été, pendant des siècles, celle de la France dans cette partie du monde. Bien entendu, nous ne laissions pas ignorer aux Arabes que pour nous, l'État d'Israël était un fait accompli et que nous n'admettrions pas qu'il fût détruit. Nasser montre ses armes soviétiques pour masquer ses difficultés économiques et politiques, tandis que les surenchères arabes, les actions palestiniennes et les raids israéliens contre la Syrie exaspèrent les passions. C'est aussi par un défilé militaire que l'État d'Israël célèbre en mai 1967 l'anniversaire de sa création. Nasser demande le retrait des forces de l'ONU de plusieurs positions qu'elles tiennent en territoire égyptien sur la frontière avec Israël. Le secrétaire général U Thant les évacue toutes. Israël mobilise. Son port d'Elat communique avec la mer Rouge par le détroit de Tiran. Nasser le fait bloquer. Il menace, mais il attend de cette semonce l'ouverture des négociations. Le roi Hussein signe avec lui un pacte de défense. Pour éviter les hostilités, la France avait, dès le 24 mai, proposé aux trois autres grandes puissances d'interdire, conjointement avec elle, à chacune des deux parties d'entamer le combat. Le 2 juin, le gouvernement français avait officiellement déclaré qu'éventuellement il donnerait tort à quiconque entamerait le premier l'action des armes. Moshe Dayan, devenu ministre de la Défense, Israël attaque le 5 juin 1967. Ses pilotes, très bien entraînés, profitent de la surprise pour détruire l'aviation égyptienne, puis celle de la Jordanie et de la Syrie. Les Arabes perdent 418 appareils, les Israéliens seulement 26. Nasser, mal informé par ses services de renseignement, est déconcerté par les déficiences de son armée, par les plans de son adversaire et par la popularité dont Israël bénéficie dans une bonne partie de la presse et de l'opinion occidentale. L'aviation israélienne ne cesse d'intervenir massivement pour ouvrir la voie aux blindés. Les communications égyptiennes et arabes sont désorganisées. Les Israéliens prennent la bande de Gaza et foncent vers le canal de Suez, où ils parviennent après une violente bataille de chars. Le canal restera fermé à la navigation jusqu'en 1975. Sur le front Est, l'armée jordanienne subit de lourdes pertes en hommes. Elle mène une résistance désespérée en Cisjordanie et dans la vieille ville de Jérusalem. Les Israéliens y pénètrent et s'en emparent. La ville, dont le nom est un symbole de paix, est à nouveau couverte de sang, de souffrance et de déchirement.
Moshe Dayan mène ses soldats au mur des lamentations. La péninsule du Sinaï, avec son pétrole et ses sites, est entièrement occupée. Au nord, le plateau syrien du Golan est à son tour attaqué et conquis. Les Israéliens en expulseront les habitants, sauf les Druzes. Cette guerre éclair s'achève le 10 juin. De l'Hermon au Sinaï, du canal de Suez au Jourdain, Israël triomphe, les armées arabes sont détruites, les ambitions territoriales des dirigeants israéliens s'amplifient. Les vainqueurs manifestent leur joie devant les remparts de la vieille ville de Jérusalem, qu'ils annexent dès le 28 juin. Jérusalem reste la ville sainte des trois grandes religions révélées, le judaïsme, le christianisme et l'islam, mais dans la gloire des uns et dans l'accablement des autres. L'ancien quartier juif sera restauré pour y loger des Israéliens. Des expropriations ont déjà commencé dans les territoires occupés. À proximité du mur des lamentations, des maisons sont détruites et leurs habitants chassés pour que l'esplanade d'accès soit agrandie. Le 27 novembre 1967, lors d'une conférence de presse, De Gaulle fait un constat. Israël ayant attaqué, s'est emparé en 6 jours de combat des objectifs qu'il voulait atteindre. Maintenant, il organise sur les territoires qu'il a pris l'occupation qui ne peut aller sans oppression, répression, expulsion. Et il s'y manifeste contre lui la résistance, qu'à son tour, il qualifie de terrorisme.